Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir les 12 principes fondamentaux de l'animation. Ils ont été décrits par Frank Thomas et Ollie Johnston, deux anciens animateurs de chez Disney, qui faisaient partie d'un groupe qu'on appelle les Nine Old Mens. Donc, ils avaient écrit en fait un livre qui était assez réputé dans le monde de l'animation, et qui l'est toujours d'ailleurs, qui s'appelle The Illusion of Life, un livre qui a été publié par Disney. Et en fait, après avoir travaillé sur plein de films d'animation, ils se sont dit, en fait, on a des choses qui sont assez récurrentes en animation, et donc ils en ont trouvé 12 principes, que je vous propose de découvrir avec des petits exemples au fur et à mesure de cette vidéo. Donc que vous soyez animateur 2D ou 3D, ne vous inquiétez pas, chacun des principes s'applique avec plus ou moins de différences si vous êtes animateur 3D, parce que ces principes ont été définis pour l'animation 2D, mais on trouve des analogies avec la 3D, et on trouve aussi des principes qui sont exactement les mêmes, qui coïncident parfaitement dans les deux mondes. Je tiens à préciser que moi ça sera en 2D, et je vais utiliser un petit logiciel qui s'appelle Rough Animator, qui est disponible pour une dizaine de dollars. Vous pouvez chercher sur internet, et il est disponible pour Mac, Windows, Android et iOS, donc voilà, je vous invite à le tester. C'est pas un logiciel extrêmement complexe, mais il fait bien son taf, il fait bien son boulot pour pouvoir sketcher des animations assez rapidement. Donc je vais cliquer sur New Project et je vais créer un document de 1920 par 1080, parfait. Et voilà, donc là j'ai une interface plutôt simple. Je tiens à préciser qu'à partir de ce point-là, ce moment-là, je ne vais pas revenir sur l'utilisation du logiciel. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme matériel. Si vous voulez utiliser Krita, il n'y a pas de souci. TV Paint, Flash, Toon Boom. Vous pouvez même utiliser du papier et flipper à la main vos images. Voilà, si vous êtes, si vous êtes motivé. Mais voilà, je tiens à préciser aussi que j'utilise une Cintiq 16 pouces comme matériel. Si vous avez une Cintiq avec un écran plus petit ou même une tablette avec un écran interposé, il n'y a aucun souci, vous pourrez suivre sans problème le cours. Donc, le premier principe qu'on va découvrir, il s'appelle Squash and Stretch. Alors squash, donc ça veut dire écrasement, et stretch, c'est la notion d'étirement. On va le découvrir à travers un exercice qui est assez réputé dans le monde de l'animation, qui est la balle qui rebondit, puisqu'en fait on peut analyser plein de principes de l'animation à travers juste une simple balle qui est en train de tomber sur le sol. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que sur le calque background, je vais placer mon sol, et je vais créer ici sur le calque du dessus, alors je vais essayer de faire un meilleur background, un meilleur sol que ça, si j'y arrive. Et sur le calque du dessus, je vais dessiner un cercle qui correspondra à notre balle. Alors je tiens à préciser que notre balle, elle a un certain volume. Alors là, on est en 2D dans un exemple plutôt simple, donc on va considérer que notre volume, c'est une aire en fait. Et l'aire de cette balle est représentée dans un carré. Donc si par exemple je dessine un carré, vous voyez qu'à l'intérieur, je peux redessiner ma balle. Et il faut absolument, lorsqu'on fait du squash and stretch, que le volume de cette balle, ou dans ce cas-là l'aire de la balle, ne change pas. On ne peut pas perdre de la matière et on ne peut pas rajouter de la matière à un objet. Le principe fondamental du squash and stretch, c'est que lorsqu'on est attiré par une force, l'objet va s'étirer dans la direction de la force, et quand l'objet va rentrer en collision avec un objet ou va avoir une force contraire, il va s'écraser et ensuite se restretcher. Là, la force en question, puisque la balle elle est dans les airs, ça va être la gravité. La gravité va nous étirer la balle, et lorsqu'elle rentrera en contact avec le sol, on aura une force qui va la repousser. On aura donc un squash, suivi ensuite d'un stretch, pour que la forme revienne à son état en fait de repos. Donc là, on est à l'état de repos. C'est-à-dire que notre balle ici est à son état initial. Je vais rajouter une image après, et la balle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, sous la force de la gravité, elle va s'étirer. Notez que j'ai pas perdu le volume, c'est-à-dire que on a à peu près, si j'enrobe ma balle avec un carré, si j'y arrive, on a à peu près la même aire que la balle qu'on avait faite sur l'image précédente. Ici. Ça c'est très important, j'ai pas donc perdu de matière, ou du moins j'essaie de représenter que je ne perds pas de matière. Je vais arriver sur le sol, alors là je peux me stretcher encore un peu plus, comme ceci. Et ensuite, je vais
rentrer en collision avec le sol, ce qui aura pour effet de me faire remonter. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais m'écraser. Je vais avoir donc un squash, et je vais essayer de ne pas perdre le volume. Et vous allez voir que, visuellement, on a vraiment l'impression de s'écraser, on a un contraste qui est tel entre ces proportions ici qui s'inversent, ce qui donne un effet très cartoon. Je peux même m'écraser encore plus lorsque je suis au sol pour accentuer mon squash, comme ceci. Et après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cette force qui va me repousser vers le haut, qui va me faire repartir en stretch. Donc je tombe, je repars en stretch. Je vais la décaler légèrement. Et ensuite, je vais me déstretcher petit à petit. Vous voyez que là, je commence petit à petit à retrouver mon volume normal. Et ensuite, je vais récupérer la première image, je vais la copier sur la dernière image pour savoir à peu près où je vais me retrouver. Vous voyez que je me suis légèrement décalé sur mon axe de symétrie, donc je peux venir récupérer les frames précédentes et les décaler. Voilà. Et je vais me retrouver à la première image qui va donc en fait me permettre de finir mon cycle. Alors là, si je vais faire play, en faisant play, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. L'animation va pas être, on va pas avoir d'âme dans cette animation, et il y a une raison qui va impliquer, qui va être corrigée par un autre principe de l'animation qu'on va voir donc en deuxième temps. Donc là, je fais play, voilà. On a juste l'impression que c'est pas vivant, mais on a l'idée en fait d'étirement et d'écrasement. La prochaine étape dans une animation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le timing. Le timing, c'est combien de temps va une image être affichée à l'écran. Donc là, dans ce cas-là, je sais que lorsque j'ai, par exemple, un objet qui tombe sur le sol, il va représenter une courbe un peu comme ça, par exemple, en vue de côté. Je vais revenir en arrière, faire des plus belles courbes. Voilà, donc si j'ai une balle qui rebondit, qui fait boum, 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 quelque chose comme ça, je sais qu'en fait, sur l'apex de chaque courbe ici, de chaque parabole, je vais avoir beaucoup plus d'images. C'est-à-dire que, admettons que j'ai une balle ici qui est en train de monter, elle va prendre de l'élan, elle va rester longtemps là, ensuite elle va se rapprocher de l'apex, je vais avoir de plus en plus d'images ici, pour au final retomber avec très peu d'images et être attiré par la gravité ici, donc avoir beaucoup plus d'espacement entre les images, et ensuite, pareil, beaucoup plus d'images, etc., etc. Donc, vers cet endroit-là, c'est comme si on avait été maintenu un peu dans les airs. Donc, du coup, c'est ce qu'on va voir. Au moment où j'arrive en l'air, ce que je vais faire, c'est que déjà, la dernière image, je vais la décaler légèrement. Pourquoi? Parce que je sais que l'image qui suivra dans mon cycle, ça sera la première image. Donc, ça va donner l'impression qu'on a une décélération. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la dernière image, et je vais la monter très légèrement, comme ceci. Ça, c'est ma dernière image, et la première image, elle est là. Donc vous voyez qu'on a avancé entre ça, ça et ça très lentement. Et vous allez voir que déjà, ça va nous donner un premier sens du timing, au niveau du haut de l'animation surtout. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir une courbe comme je présentais tout à l'heure. Mais ce n'est pas encore le cas, parfaitement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du squash, on va pareil rajouter une image. Donc je vais sélectionner cette image-là et je vais faire en sorte que sa durée soit de 2 images. Là, vous voyez qu'on a l'impression que la balle s'écrase encore plus dans le sol. Et là, on a un timing qui commence à ressembler plus à un timing d'une balle qui rebondit. En général, les animateurs, ils utilisent ce qu'on appelle une timing chart. Timing chart, c'est quoi? C'est un petit dessin à côté de chaque image qui spécifie la durée d'espacement entre les frames. Donc par exemple, si ça c'est l'image 1, et que je vais vers l'image 2, donc je vais de cette image à cette image 2, je peux spécifier dans une timing chart qui ressemble à peu près à ça, que... Alors je vais revenir en arrière, excusez-moi. Faire proprement. Je peux spécifier que ça c'est l'image sur laquelle je suis et ça c'est l'image d'après.
tout ce qu'on a entre les deux, c'est les images que ici je n'ai pas dessinées qui seraient entre les deux. Et je peux spécifier de comment je passe de l'image 1 à l'image 2. Donc là, comment je passe de l'image 1 à l'image 2? Je peux passer de manière linéaire, c'est-à-dire que vous voyez que mes images ici sont espacées linéairement. Donc là, par exemple, ça serait vraiment l'image au centre. Donc si par exemple je devais rajouter une image, je rajouterais une image comme ça, à peu près. Ah, je vais revenir en arrière, je vais la rajouter pour de vrai. Je rajouterai une image comme ça qui est en train de se morpher vers le stretch. Voilà. Et là, ma timing chart spécifie à l'animateur que, voilà, c'est linéaire. Par contre, si j'avais eu une timing chart, par exemple de l'image 1 à l'image... c'est l'image combien c'est l'image 4. À l'image 4, j'aurais pu dire par exemple que de l'image 1 à l'image 4, j'ai accéléré. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose comme ceci. Vous voyez que là, il y a une notion d'accélération. On grandit de plus en plus vers l'image 4. D'ailleurs, il faudrait que je fasse plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Donc hop, hop, hop. Vous voyez que j'agrandis mon spacing. Voilà. Ça, c'est la notion d'espacement des dessins et de combien en fait de temps les dessins sont affichés, et aussi ça prend en compte leur espacement. Donc on va y revenir sur un des principes fondamentaux qui est le slow in, slow out, ou le easy in, easy out, ça dépend en fait de comment on l'appelle, dans quelques instants. Alors je tiens à préciser qu'à partir de là, vous avez donc, par exemple, on pourrait très bien faire un petit personnage à partir de ça, vous avez déjà la possibilité de vous amuser rien qu'avec une balle qui rebondit, et de faire quelque chose de plutôt rigolo. Bien évidemment, il faut que, vous voyez, là dans mon cas, que la bouche et les yeux suivent, pour que ça soit plausible. Si j'avais complètement conservé les proportions du visage telles que la première image, il y aurait eu quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que la balle remonte, je destretch mes images. Alors là, sur la première image, j'ai les yeux qui étaient légèrement écartés vers l'extérieur. On va mettre légèrement vers l'intérieur. Et là, vous voyez qu'on peut avoir un personnage très rapidement, sous forme de balle, bien évidemment. Mais rien ne m'empêche, donc là je vais faire un nouveau projet, d'appliquer ce même principe à un personnage total, complet. C'est ce qu'on va faire. Je vais faire un personnage par exemple qui va sauter. Donc, sur mon background ici, je vais faire donc le sol. Et je vais lui faire juste un saut comme ça. Et là il va être droit. Donc avec une autre couleur ici, je vais faire l'arc de cercle. Donc son mouvement, je décris tout simplement son mouvement. Et sur mon calque supérieur, je vais prendre une couleur bleutée. Voilà. Donc là, je vais faire mon personnage qui est en train de tomber. Donc, on va faire quelque chose de très très simple. Donc sa jambe principale, ça va être celle-là. Ça va être la jambe droite. Vous voyez qu'il va... Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire d'ailleurs plutôt droit. Je vais lui faire la tête un petit peu plus petite que ça. Voilà. Je vais rajouter une image après.
Et là, je vais le mettre à peu près à cet endroit-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'étirer. Et je vais d'ailleurs même étirer en fait sa tête. Je vais étirer sa jambe. Ses bras, ils vont rester un petit peu en arrière. Alors c'est des principes qu'on va expliquer dans quelques instants. Et là, il va arriver au sol et qu'est-ce qui va se passer? On va faire un stretch. Peut-être pas aussi important. Et au moins aussi important. Le tout étant bien évidemment d'essayer de garder le volume un maximum. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter une autre image qui va le rendre encore plus stretché pour accentuer l'idée. D'ailleurs, je peux le placer légèrement en avant et le réduire un peu de taille parce que j'avais perdu un peu mon volume. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Pareil, je vais le ramener dans les airs. On va avoir le pied qui va être étiré. Donc là, on repart sur un stretch. Je rajoute une image. On n'a pas encore de timing. Et pareil, un stretch. Alors, qui va être moins conséquent parce qu'il ne faut pas non plus perdre les proportions du perso. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire squasher en fait. Et on va le remonter tout de suite. Donc là, si je lis mon anime, vous voyez que ça donne ça. Alors, on n'a pas encore fait notre timing. Donc, le timing, c'est quoi? C'est sur les apex des courbes. Donc, première clé ici. À cet endroit-là aussi, je rajoute une image. Et à la fin, je peux le laisser traîner un peu. Là, vous voyez qu'on a quelque chose qui fonctionne déjà beaucoup mieux en termes d'image. Alors, là, c'est un test qui a été fait très très rapidement. J'ai pas forcément gardé le volume parfaitement, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait appliquer ce principe de l'animation un peu partout en fait. Vous voyez que ça fonctionne par exemple avec un personnage et ça peut fonctionner avec plein d'autres choses. Donc, ce que je vais faire à partir de ce moment-là, c'est je vais vous expliquer justement ce dont on avait parlé juste avant, c'est le slow in, slow out. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple prendre un objet, donc qu'est-ce qu'on va faire comme objet? On va encore prendre une balle. Alors, j'ai Rough Animator qui vient de cracher, je vais le relancer, c'est les joies du tuto. Donc je vais créer ici une balle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais la faire démarrer à cet endroit-là. Et je vais rajouter juste sur le background ici, une sorte de timing chart comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, je vais dire que c'est la frame 1. Et là, je vais dire par exemple que c'est la frame 10. Et j'ai envie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai envie de répliquer ce mouvement-là.
Donc c'est ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'image ici, je vais faire add drawing, add after. Je vais même dupliquer en fait mon drawing, duplicate after sur ce calque-là. Je prends ma sphère et je la décale sur chacun des traits. Duplicate after. Et on va décrire ce que ça fait dans quelques instants. Donc là, on est sur le principe de l'animation qui s'appelle le slow in, slow out ou easy mid out. Donc là, si je lis mon animation, vous voyez qu'on a l'impression que la balle accélère puis décélère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? C'est que entre cette image-là et cette image-là à peu près, ou même je dirais même plutôt ces trois images-là, vous voyez qu'on a un timing qui est assez proche. C'est-à-dire que la balle ne se déplace pas beaucoup entre là et là. Et là. En fait, la balle, sur les trois premières images, elle ne se déplace pas rapidement. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir un espacement qui est plus conséquent entre les centres des balles, comme vous le voyez. Ce qui fait que on s'est déplacé dans l'espace beaucoup plus loin, donc c'est comme si on avait pris de la vitesse. Et après, on se déplace encore plus, vous voyez, de là à là, on s'est déplacé beaucoup plus que de là. Et donc là, c'est la vitesse, en gros, si vous voulez, à laquelle on est le plus rapide. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après cette notion de vitesse plus rapide ici, on va rapprocher les frames petit à petit pour décélérer. Et en fait, si je regardais une courbe sur un graphe 2D tout simple, comme ça, en fait comme ça, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe si par exemple, ça, c'est ma notion de temps, donc là par exemple c'est 0 secondes, on va dire c'est la frame 1 plutôt, et là c'est la frame 10, si ça, c'est si la position de ma balle dans le temps correspond à ces positions ici, on s'aperçoit ici, vous voyez que là, je ne me suis pas beaucoup déplacé. Par contre, là, je commence à me déplacer beaucoup et je ralentis en haut, comme on peut le voir sur la courbe. Donc c'est l'équivalence, c'est souvent ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les logiciels d'animation 3D, c'est ce qu'on appelle les curves, les animation curves. Et ça vous permet donc de gérer la manière dont on va d'un point A à un point B. Alors justement, en parlant de point A à un point B, il y a une notion qui est assez importante en animation, c'est le straight ahead et le pose to pose. Donc on dit straight ahead versus pose to pose. Quand je dis on va d'un point A à un point B, point A, point B, c'est un peu la notion de principal, c'est-à-dire comment notre personnage il bouge, il va d'un point A à un point B. Par exemple, si notre personnage il donne un coup de poing, il va avoir la pose avec le point qui va être reculé, et la pose avec le point qui va être dans la tête de quelqu'un, par exemple, ou qui va être dans un punching ball. Ces deux poses ici, c'est le point A et le point B, en fait. D'accord? Et ce qu'il y a entre le point A et le point B, c'est ce qu'on vient de décrire ici, c'est la manière dont on va du point A au point B. D'accord? Donc il y a deux manières, dans le principe d'animation straight ahead and pose to pose, il y a deux manières donc d'animer. Straight ahead, c'est quoi? C'est, on va faire une frame, donc je vais créer un nouveau document. Je vais essayer de vous faire un exemple. On va faire une frame, puis on va faire une autre 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 frame, etc., etc. Vous avez compris. En gros, je fais une animation, image par image, et j'avance dans le temps, et voilà. Et j'ai envie de voir ce qu'elle va donner. Ça, c'est ce qu'on appelle le straight ahead, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus ou moins pas planifié l'action que j'ai envie de faire, alors même si je l'ai en tête, mais j'y vais étape par étape, de manière linéaire. Par exemple, je pourrais très facilement animer, je sais pas, une mouche comme ça. Par exemple, si je fais ça, je fais un tout petit point, c'est une sorte de mouche.
C'est ça l'inconvénient de l'animation traditionnelle, c'est que ça prend du temps. Alors, il faudrait que j'aille retrouver à peu près le point final. Voilà. Et là, si je lis mon animation, bon, c'était censé être une mouche, ça l'est pas trop, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Si vous voyez que j'ai animé image par image. Par contre, j'aurais très bien pu commencer mon animation. Ah, j'ai encore craché, j'ai pas de chance du coup là. J'aurais pu très bien commencer mon animation avec 3 images. Les 3 images de où se trouve ma mouche. Donc typiquement, par exemple, je fais une image là. Je fais une image là. Et je fais une image là. Et après, je fais ce que j'appelle un in-between, c'est-à-dire les images intermédiaires. Et là, par exemple, je peux, pour passer de ce point-là à ce point-là, je peux récupérer ce qu'on a vu précédemment, donc sur le timing, et pouvoir faire accélérer par exemple ma mouche. Donc là par exemple je vais rajouter une image entre deux, donc un intervalle, c'est ce qu'on appelle un intervalle, ou un in-between. Et vous voyez que là, là par exemple, rien qu'avec ces images, j'ai fait le premier mouvement intermédiaire. Vous voyez ? Mais j'ai commencé par définir mes pauses clés, donc les pauses principales de mon animation. Donc par exemple, si je devais faire quelqu'un qui donne un coup de poing, je vais lui faire la tête un peu plus petite que ça. J'aurais pu faire comme première pause clé ça. Comme deuxième pause clé, ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu interpoler le tout. Donc là, par exemple, je sais qu'avant de donner un coup de poing, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer légèrement le poing pour pouvoir charger mon coup de poing et tirer. D'ailleurs, au passage, c'est un autre principe de l'animation qui s'appelle l'anticipation. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon poing qui va reculer légèrement. Je vais rajouter un autre dessin. Ce point-là, je vais le remonter, comme si je le chargeais. Au passage, soyons fous, rajoutons un peu du swash and stretch. Squash, stretch. Comme s'il se pliait sur lui-même, le perso. Donc, anticipation, et je tire, et je donne mon coup. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais laisser le temps. Et je vais doubler toutes mes images. Et là, par exemple, je pourrais avoir un coup. Donc j'ai fait mes deux pauses.
et ensuite ma pause finale. Donc d'ailleurs, ma pause finale, comme vous le voyez, elle est stretchée. Il faudrait pour que ce soit logique que je revienne après sur une pause non stretchée. Ah, je me suis pas mis au bon endroit, move forward, voilà. Et là, vous voyez, par exemple, que là, on a plusieurs principes d'animation qui se mettent en place. On a l'anticipation, qu'on appelle souvent l'antique en animation. Donc l'anticipation, c'est ça. C'est à partir de là. Là, on a une antique. Ça, c'est encore une anticipation, avec un léger squash. On a un stretch, qui se résout avec une petite force dans l'autre sens. Et après, on pourrait avoir, par exemple, pour suivre le dernier principe du squash and stretch, une position de repos, que là, j'ai pas, qui est en fait la première pause, que je peux d'ailleurs dupliquer en fait. Hop. Je viens la dupliquer. Et entre les deux images, il faut quand même que je décrive le mouvement. Comment je vais le décrire? Avec un autre principe fondamental de l'animation, qui s'appelle les arcs. Alors, un arc, c'est quoi? C'est, admettons que j'ai un bras, comme ça. Si je veux plier mon bras vers l'intérieur, pour par exemple faire le beau avec mon biceps, qu'est-ce qui va se passer? On voit que, si j'attachais une cordelette ici, on voit que ça décrit un mouvement en arc. C'est comme si par exemple je prenais un compas, je ne vais pas dessiner un compas, et que je le bloquais ici, vous voyez que mon compas va décrire un arc ici. Il va pas, à moins qu'il soit pas bloqué ici, il va pas s'écarter plus ou moins de son centre. C'est le cas par exemple, donc du coup avec un bras. Par exemple, quand je fais un mouvement de tennisman et que je fais par exemple, je lance ma raquette, si j'attachais par exemple, comment expliquer, si j'attachais au bout, si ma raquette en fait pouvait dessiner dans l'air, elle dessinerait un arc de cercle comme ça, à peu près. Et vous voyez que c'est un joli arc. Il n'y a pas de quelque chose qui fait comme ça, par exemple. J'ai pas mon bras qui devient plus long, à part si je suis Luffy. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ce bras-là va décrire un arc pour revenir à la position ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête, pareil, elle va décrire un arc pour revenir jusqu'à la position ici. Donc entre les deux, je vais avoir ma tête qui va être là et pas là. D'accord? Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas perdre du volume. Je vais faire ça. Et j'ai tout qui va remonter progressivement. Par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Et j'ai mon bras, pareil, ici, qui va décrire un arc à peu près comme ça. Donc là, je suis à peu près bon. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'animations un peu flash-based, on met des sortes de traits en fait comme ça qui donnent l'impression qu'on a réussi à faire une faille temporelle. Vous voyez ce que ça donne comme effet? Ça donne un effet de retard. Alors cet intervalle ici, je peux le timer à juste une seule frame, pour que ça soit plus rapide. Voilà. Et je peux peut-être rester un peu plus longtemps sur mon coup, comme ceci. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire comme timing. Vous voyez que rien qu'en changeant le timing, ce que ça implique comme au niveau du mouvement, ça implique vraiment beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un des autres principes de l'animation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le squash and stretch, on a vu l'anticipation. C'est le fait qu'avant chaque action en animation, il y a une action qui la précède. Donc, typiquement, là, dans le cadre du coup, c'est je charge mon poing avant de donner un coup. Essayer de donner un coup sans reculer la main, c'est un peu... c'est pas du tout instinctif. On a toujours une petite anticipation, par exemple. Essayer aussi de sauter
sans prendre de l'élan. C'est quelque chose qui est qui n'est pas possible. Essayez quand de regarder à un endroit, regardez par exemple une chose, fixez par exemple votre écran et ensuite fixez votre main. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez légèrement lever la tête avant de descendre ou alors faire une légère anticipation. C'est très très léger. C'est des petites choses qui sont très très subtiles mais que dans le cartoon on peut exagérer. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les arcs. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui suivent des arcs en animation. Typiquement, on peut pas étirer les membres d'un personnage plus loin, à moins que ça soit un effet justement de squash and stretch, mais dans ce cas-là, il faut réduire le volume. Mais en général, les membres d'un personnage, ils suivent un arc. Gardez en tête le fait, par exemple, dans le cas de la boxe, ici, si par exemple je devais faire un tracé dans un calque par-dessus ici, avec par exemple mon vert, regardez, je vais juste faire un point pour chaque... Je vais tracer le point de chaque gant ici. Sous forme d'arc justement pour qu'on voit bien la trajectoire. Pour essayer d'amplifier un peu un peu l'idée. Vous voyez que ça suit un mouvement plutôt naturel, qui est arqué, et qui fait du sens en fait. Ça fait pas ça part pas dans tous les sens. Ça suit vraiment une logique d'articulation, qui peut être plus ou moins amplifiée en fonction justement du squash and stretch, mais voilà, essayez un maximum de rester cohérent avec vos arcs. Encore une fois, prenez l'exemple de, par exemple, vous avez une punaise, vous avez une ficelle attachée, vous avez une balle autour, donc on crée un pendule. Le pendule, il va pas faire ça. Qu'est-ce que va faire le pendule? D'ailleurs, c'est un bon exercice à faire, ça. On va le faire dans une autre anime pour vous montrer. Si par exemple j'attache un pendule ici, on va le faire en pose to pose. Donc on va faire les deux poses. Vous voyez que même là, instinctivement, j'ai fait ce tracé-là. En ghost, c'est-à-dire en invisible. Et là, la frame entre les deux, ça va être quoi? Ça va pas être ça. Si c'était ça, ça veut dire qu'en fait, la corde s'est réduite en termes de taille. Évidemment, la corde garde sa longueur, la balle est attirée par la gravité, et tombe à peu près jusque là. D'ailleurs, ça c'est faux, il faudrait que la balle soit vraiment étirée au plus haut, de la manière la plus tendue possible à ce point-là. Si par exemple je lis rien que cette animation, vous voyez que même sans timing, sans rien du tout, ça paraît cohérent déjà. Et après, on va récapituler un principe fondamental. On suit toujours les arcs, vous voyez. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une accélération, parce que ce dessin est proche de celui-là. Je vais rajouter encore un dessin ici. Toujours en accélération. Et de l'autre côté, pareil. Avant d'arriver à ce point-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une image qui va être là. Donc là, j'accélère. Et là, je vais mettre une image entre les deux. Et je décélère. Alors, je l'ai fait que dans un sens. Il faudrait qu'on le cycle dans l'autre sens. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée. Je pourrais après aller aussi loin que, à ce moment-là, une fois que je suis arrivé au point le plus extrême, de dire que, par exemple, là... Ouais, j'ai ma corde qui commence à se déformer. Vous voyez? Et qui en fait va retomber. Mais ça, c'est des principes qu'on n'a pas encore vus. Donc j'ai pas envie de rentrer pour l'instant encore dans le détail. On va justement les voir dans quelques instants. Donc je fais juste le récap de ce qu'on a vu. On a vu le squash and stretch, on a vu l'anticipation, on a vu le straight ahead versus pose to pose. Donc je récapitule. Straight ahead, c'est-à-dire qu'on dessine chaque image les unes à la suite des autres. Pose to pose, on dessine les poses clés
de l'action, et ensuite on remplit entre les images les images qui nous font passer du point A au point B, de la pose A à la pose B, en suivant des principes qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire le slow in, slow out, qui est un autre principe de l'animation. On a vu les arcs, qui sont très importants, on a vu le timing, et il nous reste à voir encore quelques principes. Donc il nous reste à voir le appeal, solid drawing, exaggeration, secondary action, et qu'est-ce qu'il nous reste à voir d'autre? Il nous reste à voir le follow-through et overlapping action. Alors follow-through et overlapping action, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué. Je vais vous le présenter de la sorte. Donc je vais créer une nouvelle animation. Et on va imaginer qu'on a un alien avec une antenne. Ce que je vais faire, c'est que cet alien, je vais le mettre là, et je vais le faire aller de l'autre côté. Donc avec... D'ailleurs, je ne vais même pas lui faire l'antenne, pour gagner du temps. On va le faire aller... Ah, si j'y arrive. Dupliquer. Je vais juste en dessous, sur mon background, faire une timing chart, comme on l'a fait précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images, on va faire. Donc, du coup, je vais dupliquer mon bonhomme ici. Donc, on va prendre une accélération. Duplicate after. Touk. Duplicate after. Touk. Voilà, il va accélérer beaucoup. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va décélérer. Je le fais très très rough. Il faudrait qu'on rajoute plus d'images pour que ça soit plus plausible. Mais c'est pour vous montrer très rapidement le principe. Donc là, on a une accélération. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer donc un nouveau calque qui possédera cette antenne. Donc l'antenne, au début, elle va être statique. Je vais rajouter un dessin. Je vais arriver là. Qu'est-ce qui va se passer? L'antenne, elle ne va pas être statique. Avec le retard, en fait, avec l'avancement de cette masse principale qui est assez lourde, en fait, qui est assez volumineuse, qu'est-ce qui va se passer? L'antenne va légèrement se tordre dans cette direction. Légèrement, on n'a pas encore déplacé une grosse masse d'air. Je vais rajouter une image, et pareil, là, on va accumuler légèrement du retard en arrière. Donc, normalement, elle était comme ça au début, mais là, légèrement on va la mettre légèrement en arrière. Donc, vous voyez que, hop, elle commence à avoir du mal à rattraper la masse principale qu'est le corps. Là, on a carrément fait un saut dans l'espace, c'est comme si on avait... comment dire, un fantôme de notre antenne. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, dans les vieux Looney Tunes, où par exemple quand on a Bip Bip qui avance très très vite, il y a une ombre, enfin il y a un fantôme de Bip Bip qui reste, et on a Bip Bip qui avance très très rapidement. C'est ça en fait qu'on est en train de représenter. C'est à la traîne en fait, parce que on a une masse ici qui est très très légère, et ici on a un poids principal qui drive le tout vers l'avant. Donc hop, on arrive à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer? L'antenne, elle va toujours être un peu de ce côté-là. Je vais rajouter encore une image. Là, l'antenne, toujours en retard, arrive à cet endroit-là. Toujours avec du retard, elle est là. Par contre, il y a un moment. Donc alors là, je vais dupliquer. Je vais étendre, pas dupliquer, je vais juste étendre mon image. Je vais rajouter un dessin ici, et qu'est-ce qui va se passer? L'antenne va commencer à dépasser le point de l'autre côté, pour à un moment ou un autre revenir à la position initiale qui était à peu près celle-ci. Donc hop, add drawing, qui est à peu près comme ça. J'ai perdu complètement le volume, mais c'est pas grave, ça va vous montrer le principe. Qu'est-ce que vous voyez? On a l'impression qu'il y a un retard dans l'antenne, donc une forme, la masse principale en fait drive l'antenne qui n'est pas la masse principale, et à la fin, on a l'antenne qui dépasse le point de repos. C'est ce qu'on appelle un overlap. Donc pourquoi follow-through et overlapping action? Parce que follow-through, parce que lorsque la masse principale se déplace ici, ça va suivre la masse, mais avec du retard. Donc là, vous voyez que je suis le point avec du retard. Je suis, pardon, le monstre avec du retard. Et une fois que je me suis arrêté, j'ai une action qui s'overlap, c'est-à-dire qui passe à travers la position au repos. Et c'est ce qu'on appelle donc l'overlap. Voilà. Donc là,
Voilà une des manières les plus simples, je dirais, de représenter l'overlap et le follow-through. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, notamment dans les cheveux d'un personnage, ou encore, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire tout de suite, là, j'ai pas d'autres exemples en tête. Ou dans des tissus, oui, par exemple, vous avez, je sais pas, une robe. La robe, en fait, va pas suivre statiquement le personnage. Elle va suivre avec du retard la masse principale. Donc ça, follow-through and overlap action, c'est ce principe-là. Et il y a un autre principe, en fait, qu'on a implicitement décrit ici, c'est secondary action. Secondary action, c'est un principe d'animation qui est plutôt important, puisque là, vous voyez qu'on a notre personnage qui a été décrit tel quel, hein, donc notre blob ici. Si j'avais pas animé l'antenne, le personnage, on aurait quand même représenté l'action de manière logique. Le personnage va d'un point A à un point B. Mais par contre, comme l'antenne ici, c'est quelque chose de... c'est un ressort probablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une action secondaire qui doit être animée. Et c'est ça le principe de secondary action, de ce principe de l'animation. Notez aussi au passage que, par exemple, dans un chien, lorsqu'il tourne la tête et pour, par exemple, se secouer, ses oreilles, par exemple, sont animées, c'est une action secondaire. Voilà, par exemple, c'est un des exemples. Pareil, encore une fois de plus, les cheveux de quelqu'un, quand, par exemple, il y a un saut qui est fait, l'action secondaire des cheveux est très très importante. Ça va un peu de pair avec follow-through and overlapping dans beaucoup de situations. Donc, un autre principe de l'animation qu'on a déjà plus ou moins vu, c'est exaggeration. Ça veut dire quoi? Exaggeration, c'est l'exagération d'un mouvement. Pour bien faire passer les choses, bien faire en sorte que les gens comprennent le mouvement qu'on est en train de décrire à l'écran, bah si on l'exagère, ça passe encore mieux. Prenons un exemple. Ça, c'est plus une décision artistique que de l'animation. Si par exemple, je fais un personnage qui est comme ça, on va le faire en train de dormir. J'ajoute un dessin. Ah, on va faire les poses clés, on va travailler comme il se doit. Vous notez que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un stretch. Donc là, j'ai mes deux poses clés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exagéré le mouvement. De manière à ce qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Là, on comprend que c'est plus ou moins un sursaut. Je ne vais pas faire tous les intervalles. Voilà. Là, j'ai exagéré le mouvement, là où j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme principe? On a ensuite solid drawing et appeal. Alors solid drawing, c'est un peu vache. C'est un peu le principe qui dit bah dessine bien quoi. Alors j'ai encore rough animator qui a planté. Dites-moi c'est pas très stable tout ça. Je suis en train de le relancer, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire un peu dessiner bien. Effectivement, pour dessiner bien, bah mine de rien, c'est tout un boulot, hein, c'est tout un art. Solid drawing, je dirais l'équivalent en 3D, pour ceux qui font de la 3D, c'est avoir un modèle 3D qui est plus ou moins bien rayé, qui a la bonne topologie, qui est esthétiquement intéressant. Voilà. En dessin, je dirais, ce qui est important, c'est principalement la notion de volume. C'est-à-dire, par exemple, qu'on puisse comprendre, et je dis ça, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour pouvoir le dire, parce que je suis en train encore de travailler ça, c'est quelque chose de très très compliqué à travailler, c'est pour ça que je dessine énormément à côté, pour l'animation d'ailleurs.
Si par exemple j'ai un cube ici, voilà, j'essaie de le représenter en volume. Admettons par exemple que je veuille faire une animation d'un cube qui soit en train de tomber sur le sol vu de dessous. Bah, si je sais pas dessiner très très bien la perspective, comme c'est un peu mon cas, donc pardonnez-moi. Si je sais pas extrêmement bien dessiner la perspective de mon cube qui est en train de tomber, bah, ça va être compliqué pour moi. Là, je vais essayer de faire plus ou moins un cube qui est en train de tomber. En vue de haut. Vous voyez que là, par exemple, mon cube, il est en train de tomber comme ceci. Et par exemple, je vais le faire s'écraser sur le sol jusqu'à qu'il devienne tout petit. Donc là, par exemple, vous voyez, on a une notion de perspective. Évidemment, il faudrait que je puisse interpoler, et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué, parce que si on n'a pas de notion de dessin, pour faire tourner des objets en volume, ça commence à devenir compliqué de faire toutes les interpolations assez, comment dire, de manière assez facile. Donc voilà, le meilleur moyen encore pour pouvoir devenir bon dans ce domaine, c'est de dessiner un maximum de sphères, de cylindres, de cubes, un peu dans tous les sens, et d'être capable de les faire tourner. Voilà, c'est ce que je recommanderais pour devenir meilleur, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment, et c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc voilà, n'attendez pas. Ouais, ça c'est, je dirais, l'étape solid drawing. Vous voyez, là par exemple, on a la notion de un peu de perspective du cube qui tombe du haut vers le bas sur un arc de cercle. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de faire des petites animations, vous faites tourner des cubes dans tous les sens, de faire, donc là on a vu le cube, mais une forme importante aussi c'est le cylindre. Pourquoi c'est le cylindre? Parce que le cylindre en fait, bon, on l'a vu un peu dans le cours sur l'anatomie en dessin, le cylindre c'est un peu la base des membres d'un perso, donc bras, jambes. Bras, jambes et je dirais même torse. Par exemple, on pourrait voir une méthode assez rapidement pour pouvoir dessiner un perso, ça serait, par exemple, je peux faire une tête sous forme de sphère avec deux traits pour désigner la direction de la tête. Ensuite, un cylindre définirait le cou. Au niveau du torse, moi ce que j'aime bien faire, c'est une boîte légèrement arrondie. Le bassin, ça pourrait être une demi-sphère coupée. Ensuite, les bras vont être des cylindres, comme ceci. Par exemple, si je veux faire le bras en avant, donc avec une perspective, je peux faire un premier cylindre ici, un deuxième cylindre qui va dans cette direction. Je peux faire une sorte de mitaine pour la main. Là, je vais par exemple faire un cylindre pour la jambe avant. Vous voyez que ça implique vraiment d'avoir une notion d'espace des formes. Voilà. Une fois que vous avez des notions de volume comme ceci, vous pouvez un peu dessiner vos personnages déjà avec une construction assez simple. Vous voyez que là, moi, ce qui pêche principalement, c'est les proportions, mais c'est quelque chose qui se travaille et voilà, ça prend du temps. Et si vous voulez faire d'animation 2D, le principe de l'animation 2D solid drawing, c'est un peu dessiner bien, et en 3D, c'est modéliser bien et il y a un bon rig, plus ou moins. Et le dernier principe, alors en fait, il y en a encore un autre, excusez-moi, c'est pas le dernier. Ah, j'ai ma Cintiq qui vient de se déconnecter. Je vais juste la relancer, je suis désolé, beaucoup de problèmes techniques ce soir. Ah, je vais juste redémarrer ma Cintiq, normalement vous m'entendez toujours, pas de problème. Je suis toujours là.
Et par contre, évidemment, j'ai plus la pression de ma tablette graphique. Alors je montre ça au cas où, c'est un petit tips pour les gens qui seraient intéressés. Vous pouvez lancer les services, c'est une grosse parenthèse, vous pouvez lancer les services et aller chercher Wacom, arrêter les services Wacom et redémarrer les services Wacom, ça vous évite de débrancher votre tablette graphique et de la rebrancher pour pouvoir à nouveau avoir la pression de votre stylet sur les applications. Par contre, après, il faut relancer les applications. Donc là, je vais devoir relancer Rough Animator. Que de problèmes techniques, malheureusement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Problème de talonnage. Je vais relancer encore une fois les services, je suis désolé. Et donc voilà, donc on a encore deux principes à voir. Donc le prochain service, je peux en parler en même temps en fait, parce que c'est pas un principe qui se démontre visuellement facilement, c'est Appeal. Appeal, c'est quoi? C'est d'avoir du charme dans l'animation. Alors c'est encore un principe qui est, qui est un peu vague et qui est un peu... oui, bah il faut que ça soit beau. Effectivement, il faut que ça soit beau. Appeal, on peut le trouver de... Ça, je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Moi, j'en suis pas encore au stade de faire ça. J'en suis encore au stade d'apprentissage. Mais voilà, donc la notion d'appeal, c'est que ça soit ça transmette, si vous voulez, une émotion qui soit forte et que ça soit beau et que ça soit esthétique. Voilà. Je peux pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet. Le seul truc que je peux dire, c'est que ça va fortement avec Solid Drawing. Si par exemple, pour vous donner un exemple, je fais une tête qui ressemble à ça. Ah non, justement. Si par exemple je fais une tête qui ressemble à ça, voilà, là c'est moche. Par contre, si je fais une tête qui est construite, donc avec des notions de construction, des notions de 3D, des notions d'anatomie, c'est-à-dire que je vais placer vraiment les différentes parties avec une anatomie plus ou moins correcte. Alors, c'est pas le meilleur exemple du monde, mais c'est pour vous dire, pour vous expliquer rapidement le concept. Hein. Voilà. Entre ces deux dessins, on voit très bien qu'il y en a un qui a une construction et qu'il y en a un qui n'est pas construit et qui est complètement random. Le but du jeu, c'est d'aller plus dans cette direction, bien évidemment, même si là, j'aurais pu passer plus de temps à construire et à faire quelque chose d'un petit peu plus propre que ça. Mais je pense que vous avez compris l'exemple. Je suis pas là pour vous montrer les plus beaux dessins. Je suis plus là pour vous expliquer comment fonctionnent ces principes d'animation. Voilà. Donc, pour ça que c'est important de connaître son anatomie, pour ça que c'est important de comprendre la perspective, pour ça que c'est important de dessiner régulièrement. Que dire d'autre? Le dernier principe, c'est staging. Alors staging, c'est quoi? C'est un principe assez vague, encore une fois, qui s'adapterait pour moi beaucoup plus à la notion de storyboard. Ça, c'est mon cadre complet d'animation. Si je vous fais une animation où le perso il est là, et il fait coucou là, on est d'accord que ça va pas vous intéresser, vous n'avez pas forcément envie d'avoir à regarder ce qui se passe ici, et c'est mal cadré concrètement. L'intérêt de la notion staging, c'est de bien pouvoir cadrer les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, si ça c'est ma scène, je sais pas, j'ai une scène comme ça, je la fais en rough. Par exemple, admettons que, je sais pas, là je vais avoir, je le fais très rapidement. Hein. Là je vais avoir un arbre au premier plan. Voilà. Je vais avoir du feuillage ici, je vais avoir ici, pareil, au premier plan, je vais y aller vite. Je vais avoir du feuillage ici aussi. Admettons que là j'ai une colline, une super colline gigantesque, avec des montagnes au loin. On voit des petites montagnes au loin. Sur la colline gigantesque ici, tout en haut j'ai un château. Puis là j'ai un chemin qui commence à s'ouvrir. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai mon perso, admettons, je sais pas, qui est là. Bon, il est mal cadré, on est d'accord.
Alors que si par exemple j'ai mon perso qui est, je sais pas, qui est sur un cheval, pourquoi j'ai dit sur un cheval, je sais pas, il va falloir que je dessine un cheval. Si j'ai un perso, je vais le faire rapide, si j'ai un perso qui est sur son cheval à cet endroit-là, en train de conquérir le monde, j'aurais dû le faire d'une autre couleur, je l'ai fait en sketch, mais qui est là et qui est en train de conquérir le monde avec son épée, vous voyez qu'il est beaucoup mieux cadré et qu'on comprend directement l'intention, c'est d'aller vers le château. Alors je tiens à préciser qu'il y a des règles forcément de composition qui sont assez réputées. On parlera notamment, on va en parler de une qui est pour moi une des plus importantes, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est quoi? C'est vous divisez votre écran en 3 à peu près. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, c'est pas des vrais tiers, mais voilà. Pareil à l'horizontale, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et votre centre d'intérêt doit se trouver sur un des tiers. C'est là où vous allez pouvoir, le plus facilement possible, guider le regard de quelqu'un et donner un intérêt narratif. Typiquement, si j'ai envie qu'une personne voit le château, si le château je le mets là, c'est un super château, et que je fais ça, on regarde directement à cet endroit-là. Si par exemple j'avais mis le château à cet endroit-là, et que j'avais fait ça, vous voyez que ça marche beaucoup moins. Même si on va quand même aller là-haut, notre œil va passer beaucoup plus de temps à aller chercher ce qui se passe là-haut. Si par exemple je voulais présenter un personnage, j'aurais très bien pu, ici, placer le visage de mon personnage à cet endroit-là, et on va le regarder instantanément. Et on n'aura pas à forcer l'œil, on voit qu'il est là, quoi. Si par exemple je l'avais mis comme j'ai fait premier exemple tout à gauche ici, bah, on l'aurait beaucoup moins vu. Il y a une autre notion aussi en cinéma qui est la notion de lecture de l'écran. En général, on lit de gauche à droite l'écran, sauf au Japon par exemple. Mais en Occident, en tout cas, c'est les codes du cinéma standard. Donc par exemple, si vous voulez faire un personnage qui va, je sais pas, attaquer quelque chose et qui va de l'avant et qui est engagé ou qui est puissant, qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de faire aller de l'avant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une progression de gauche à droite au niveau de l'écran. Au contraire, si vous avez un personnage qui est plutôt triste, qui est plutôt qui a subi un échec, qui est en train de quitter, je sais pas, ses proches, etc., etc., vous le faites aller de droite à gauche et vous avez, comment dire, utilisé une règle assez standard dans le cinéma occidental, c'est donc la lecture d'écran de gauche à droite. Ça implique souvent, alors ne me demandez pas pourquoi, mais ça implique souvent la notion d'engagement et d'aller de l'avant, et l'opposé est vrai aussi. Pour l'opposé, justement, pour l'inverse. Voilà, on a vu un peu tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je vais récapituler rapidement les principes de l'animation. Donc le squash and stretch, on ne perd pas le volume, on s'étire dans la force, dans la direction de la force. Tout à l'heure, je tiens à préciser, on a fait la balle qui descendait vers le bas. Dans le cas où, par exemple, la balle, elle allait dans cette direction, on va le faire très rapidement. Notez que l'orientation de ma balle, elle suit la force. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pas fait un stretch à cet endroit-là, j'ai pas fait un stretch vertical, puisque ma force, elle va dans ce sens-là. D'accord? J'aurais pu même exagérer mon stretch et l'arrondir comme ceci, même si c'est pas exactement vrai, mais pour donner un effet plus cartoon. Vous voyez que ça marche aussi. Pareil ici, j'aurais pu faire quelque chose comme ça, pour donner une intention un peu plus blobuleuse. Je sais pas si ça se dit, hein, blobuleuse. Donc là, je rajoute une frame parce que ça reste longtemps. Donc ça, c'est la notion de timing, avec ce qu'on a vu des time charts. Ah, si j'y arrive. Je sais pas si on est à peu près au même niveau. On n'est pas au même niveau, c'est pas grave, je vais monter légèrement. Moi, je fais vraiment très très vite, juste pour conclure. Et là, je vais la faire s'arrêter sur quelques frames.
Voilà, donc vous voyez que ça va dans la direction de la force. Hein. Donc ça, c'est pour le squash and stretch. L'anticipation, c'est avant chaque action, il se passe quelque chose. Je vais récapituler encore avec un autre petit exemple de balle. On peut tout faire avec une balle, en fait. C'est ça qui est cool. Admettons que la balle, elle veut aller là, et en pause, to pause, tiens, d'ailleurs, je récapitule le pause to pause. On va là, donc intention A, on est là. Intention B, on est là. J'ai mes deux frames. L'anticipation, c'est quoi? L'anticipation, c'est je vais légèrement reculer pour aller jusqu'à ma pause. Donc là, on regarde, je recule et je vais jusqu'à ma pause. Donc c'est comme si je chargeais quelque chose. Je charge mon action et je vais faire mon action. Donc par exemple, un personnage qui s'apprête à sauter, il se baisse d'abord et ensuite il saute. Un personnage qui s'apprête à donner un coup, il y a sa main qui recule et ensuite il tape. Par exemple, si je devais faire une tête qui tourne, bah je vais pas tourner la tête, je vais d'abord reculer et faire retourner la tête. Voilà. Tout ça, bien évidemment, avec de la subtilité, sauf si vous voulez faire du cartoon hyper Looney Tunes. Staging. Le staging, c'est quoi? C'est la notion de placer les éléments correctement dans une scène, c'est plus de la notion de cinéma. Straight ahead action versus pose to pose. Straight ahead, c'est quoi? C'est on dessine image après image. Pose to pose, on définit d'abord nos poses clés de notre animation et ensuite on remplit ce qu'on appelle les in-between ou les intervalles entre nos poses. Comment on va d'une action à l'autre. Le follow-through et overlapping action, souvenez-vous, c'était avec l'antenne, c'est la notion en fait de retard dans des objets, en fait. Donc il y a une masse principale dans un personnage ou dans ce que vous voulez animer, et tout ce qui lui est attaché, en fait, va avoir un potentiel retard. Alors ça peut, je dis tout ce qui lui est attaché, c'est faux, ça peut être aussi, par exemple, je donne un exemple très très simple, très rapide. Vous avez cette espèce de, je sais pas, par exemple, un espèce de blob comme ça. Vous pouvez avoir une sorte de retard de masse, par exemple, comme ça. Vous voyez, par exemple, alors, je sais pas si je vais réussir à montrer mon point. Vous voyez, il y a son espèce de masse ici qui va avoir du retard. Bon, après, c'est pas... Je vais essayer de la finir, la mime, pour que vous voyez, pour que vous compreniez là où je veux en venir. Vous voyez que, bon, c'est pas hyper clair, mais... Donc, il y a la masse qui se tire dans un sens, j'ai le personnage qui avance, et au moment où il s'arrête, la masse fait un overlap, donc dépasse la matière, et revient. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. C'est pas que appliqué aux objets qui sont attachés aux objets, mais c'est principalement le cas. Donc, par exemple, les cheveux, une antenne, etc., etc. Donc ça, c'est le follow-through and overlapping action. Slow in, slow out, on l'a vu, c'est la manière dont on va d'une action A à un point B, donc avec accélération. Donc j'accélère et je décélère, accélération, décélération. Accélération, donc petit espace entre les frames jusqu'à grandir d'espace. Si je veux faire une décélération, c'est je suis déjà en pleine vitesse et je réduis petit à petit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a les arcs. Souvenez-vous, par exemple, que votre animation doit suivre un bel arc. Imaginez-vous, par exemple, pointer du doigt quelque chose. Quand vous pointez du doigt quelque chose, vous allez faire quelque chose comme ça. Si, par exemple, je commence comme ça, je vais faire une autre anime. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais par exemple une anime où j'ai le doigt, je vais faire un truc très rapide. Hein. Le but du jeu, c'est pas de vous embêter plus longtemps. Admettons que je fasse quelque chose comme ça. Donc, un petit peu d'anticipation. Pause clé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai eu un arc. Donc quand je vais devoir interpoler
entre ces deux animations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas mettre ma main ici, je vais la mettre ici. Avec le doigt qui commence par exemple à se lever ici. Je le fais vraiment très très rough. Voilà, bon, ça va dans n'importe quel sens et j'ai pas gardé le volume, mais c'est pour vous montrer, il y a un bel arc qui se fait d'un point A à un point B. Secondary action, on a vu que ça se regroupait assez souvent avec follow-through and overlapping action, donc c'est toutes les actions secondaires. Donc typiquement, par exemple, je sais pas, j'ai un personnage qui... admettons que j'ai un personnage qui tire, qui sort un pistolet d'un holster, donc d'un... je sais pas comment on appelle ça. Il prend son pistolet, il y a le holster qui va bouger un petit peu. Admettons par exemple qu'on a un personnage qui soit en train de parler à quelqu'un d'autre, je sais pas, admettons qu'il ait les mains, qu'il ait les doigts dessous ici, je sais pas, il est en train de se gratter un peu, ça va bouger un peu. Bon, voilà, ça donne de la vie, ça rajoute en fait de la vie à votre animation. Faites pas que l'action principale, essayez de penser aussi que dans la vraie vie, il y a des actions secondaires. Timing. C'est la notion de timing, on l'a vu. C'est combien de temps est affichée une image à l'écran. Ça va de pair, pour moi, avec le slow in, slow out. Exagération, c'est le fait d'exagérer une action pour mieux la faire comprendre. C'est toujours plus compréhensible pour les gens. Par exemple, je fais souvent une analogie avec l'humour. Quand on fait une blague cochonne, c'est beaucoup plus facile pour les gens de la comprendre qu'une blague hyper fine avec beaucoup de références. On va straight to the point, on explique très très rapidement, on exagère en fait l'humour entre guillemets. Solid drawing, c'est un peu facile, il faut bien dessiner pour faire de l'animation, super. Et appeal, il faut que ça soit beau, voilà, ou que ça soit plaisant. Sur ce, on va s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour les soucis techniques, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous invite à laisser un commentaire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à venir sur la chaîne Tout Apprendre si ça vous plaît, à vous abonner si ça vous plaît, et voilà, que dire de plus, n'hésitez pas à passer sur la page Facebook aussi, Tutoriel Tout Apprendre, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, n'hésitez pas aussi à tester Rough Animator, c'est plutôt sympa quand ça crache pas, mais c'est plutôt sympa. Salut, à la prochaine.